Bonjour tout le monde, vous nous rejoignez dans ce nouveau webinaire organisé par le French Street et nous avons le plaisir aujourd'hui, ce 20 novembre 2025, de recevoir de nouveau Mathieu Emelon du cabinet Emelon CPA. CPA, ça veut dire en gros expert comptable aux États-Unis et c'est le cas de Mathieu Emelon qui est membre du French Street également. Et pour un webinaire qui est quand même assez sympathique puisque Mathieu Emelon va nous parler de réduire nos impôts aux États-Unis avec notamment les nouveautés 2025. Et Mathieu, comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Super. Ok, Désolé à tout le monde pour le retard. Sachez que vous pourrez poser vos questions en appuyant sur le bouton Q&A et nous traiterons vos questions à la fin et que ce webinaire est enregistré. Vous pouvez le revoir sur le French District et sur la chaîne YouTube du French District. Donc si vous arrivez un peu après, ou ça vous ne le saurez pas parce que vous ne serez pas là pour m'entendre, mais si vous devez quitter plus tôt, vous aurez la possibilité de tout réécouter. Voilà. Euh, donc Mathieu, on est tous avec vous. ouais, merci beaucoup, Romain. Merci à tous de nous accorder un peu de votre temps, hein. Euh, Bah, tout le monde veut gagner de l'argent sur ses impôts. ouais, je pense que c'est un sujet important, ouais. Juste pour démarrer, oui. Donc, c'est pas des conseils euh, adaptés à votre situation particulière, hein. Donc, il faut toujours faire appel à un professionnel, hein, D'accord. pour étudier votre cas particulier. Mais ce dont on parle, en fait, c'est l'actualité, et qui, normalement, ceux qui vous aident doivent être au courant des dispositifs dont on va parler. S'ils sont pas au courant, ben, ce sera l'occasion en fait de leur dire, mais voilà, après j'ai participé à un webinaire et Mathieu a parlé de ça. C'est un travail d'équipe. Réduire son impôt, c'est pas un travail qu'on fait seul dans son coin. C'est un travail d'équipe. Il faut avoir son équipe en fait pour gagner le jeu fiscal. Ouais. Une ou deux choses me concernant. Donc, je suis originaire d'Afrique de l'Ouest. Mes deux parents sont originaires d'Afrique de l'Ouest. J'ai grandi à Paris. J'ai fait prépa HEC, école de commerce, et après, je fais du droit. Donc, je maîtrise en droit des affaires et fiscalité à Paris de Panthéon-Assas, qui est l'université du droit de la France, the Law University of France. Quasiment la moitié des avocats sont diplômés de Paris de Assas. Et étant expert comptable aux États-Unis depuis quasiment 15 ans maintenant, il m'est arrivé de travailler avec des dossiers en équipe avec des avocats qui sont en France, qui représentent le client pour le côté français, et nous, on représente le client pour le côté américain. Ouais. On fait les deux, mais parfois le client préfère avoir ou a déjà un avocat en fait qui les conseille sur le côté français. Donc voilà, donc Panthéon Assas est réputé pour être la fac de droit en France. Donc expert comptable, hein, comme Romain l'a dit, en France et aux États-Unis, et on a un cabinet franco-américain, on accompagne à la fois du côté français et du côté américain. On fait des pays France, on fait des déclarations fiscales françaises pour des sociétés, des particuliers, on fait le côté américain également. Ouais. Donc, qu'est-ce que une ou deux choses en fait qu'il faudrait que vous gardiez en tête, qu'on pense que c'est intéressant pour vous de garder en tête ou d'essayer d'actionner avant la fin de l'année. L'objectif en fait c'est de réduire vos impôts légalement et de façon efficace. Et qu'est-ce qu'on entend par réduire son impôt? En fait, ben, réduire son impôt, c'est piloter son taux effectif d'imposition. Donc, réduire son impôt, en fait, c'est traquer d'une année sur l'autre son taux effectif d'imposition. Donc, c'est le but du jeu, en fait. C'est pas de regarder son taux marginal d'imposition. Si vous êtes imposé à 37%, mais que votre taux d'imposition est de 22%, donc votre taux effectif d'imposition est de 22%, c'est ça qu'il faut essayer de réduire, en fait, le taux effectif. C'est quoi le taux effectif? Comment ça se détermine? Ben, c'est l'impôt que vous devez divisé par la base imposable, en fait. Ouais. Donc, c'est l'impôt que vous devez divisé par la base imposable. Encore une fois, c'est ça qu'il faut regarder d'une année sur l'autre. Ouais. Pour y arriver, en fait, il y a différentes façons d'y arriver, hein. Donc, il faut manager en fait son revenu, il faut piloter son revenu. On n'est pas obligé en fait de gagner beaucoup sur une année. En fait, on peut essayer d'étaler ses revenus en fait d'une année sur l'autre, dans la mesure du possible, hein. Donc, ça, c'est une stratégie possible, hein.
donc manager ses revenus, accélérer les déductions auxquelles en fait on a droit, accélérer les déductions auxquelles on a droit. En fait, c'est une deuxième stratégie, à la fois valable pour des entreprises et pour des particuliers, et optimiser en fait les crédits d'impôt auxquels vous avez droit en fait. Crédit d'impôt, c'est un peu comme un avoir, hein. C'est comme si, je sais pas, vous allez vous achetez un produit en ligne, vous retournez le produit, on vous rembourse en cash ou on vous fait un avoir en fait. Donc, crédit d'impôt, c'est un peu comme un avoir fiscal, hein. Donc, on parle en fait de l'impôt fédéral aujourd'hui. On ne parle pas d'impôt étatique ou d'impôt d'autres pays en fait. Juste la mécanique pour que ça s'ancre dans la tête de tout le monde, parce que c'est important pour la suite. La mécanique fiscale, en fait, c'est que vous avez différentes sources de revenus. Peut-être que vous avez une source de revenus, vous avez un salaire uniquement, mais si vous avez un salaire, vous avez des intérêts de compte, vous avez des dividendes, vous avez des plus-values de cession d'actions, vous avez des revenus de location, parce que vous avez un appartement en location. Donc, on additionne l'ensemble de vos revenus, en fait, pour arriver aux revenus d'ensemble, hein. C'est des revenus catégoriels, hein, on appelle ça. Donc, les catégories, c'est revenus de location, revenus d'autres entreprises, etc. Donc, on additionne les revenus catégoriels pour arriver au revenu d'ensemble, hein. De ce revenu d'ensemble, en fait, on déduit des dépenses déductibles de par la loi. Si on n'a pas de dépenses déductibles, en fait, il y a un forfait, un abattement forfaitaire pour frais, que la loi autorise en fait à déduire, ça s'appelle standard deduction aux États-Unis. Et ça, on arrive en fait à la base imposable, hein, schématiquement, ouais. Et sur cette base imposable, pour les particuliers, l'impôt est par tranche. Donc, la tranche va de 0% à 37%. Et là, il y a une loi en fait qui est passée, que la nouvelle administration a passée en juillet en 2025. Et cette loi en fait a pérennisé certains dispositifs, certains dispositifs que ce gouvernement en fait a mis en place, les républicains ont mis en place en 2017, entré en vigueur en 2018, ouais. Donc la tranche marginale d'imposition va de 10% à 37%. Ouais. Avant 2017, c'était 36,9% la tranche maximale. Donc voilà, si vous, c'est important parce que si vous devez de l'impôt, c'est important de penser à combien d'impôt vous devez de façon à Ah, minimiser, optimiser votre impôt. Euh, Parce que si vous devez de l'impôt et que vous n'avez pas les moyens de Mathieu, payer. ça a un petit peu coupé. Je pense que tu pouvez répéter juste la phrase précédente. Oui, désolé, ouais. Donc je disais oui, en fait, la nouvelle administration a pérennisé certains dispositifs qu'ils ont mis en place, que les républicains en fait ont mis en place en 2017. Euh, et donc ce dispositif, entre autres, en fait, concerne la tranche marginale d'imposition qu'ils ont instituée en 2017 pour 5 ans. Donc cette tranche a été pérennisée pour l'instant et donc on a la tranche maximale est de 37%. Avant 2017, c'était 36,9% en fait, ouais. Je disais également, en fait, oui, donc c'est important de travailler à optimiser vos impôts parce que si vous avez une ardoise fiscale significative et que vous n'avez pas les moyens de payer, en fait, que vous êtes américain, en fait, on peut saisir votre passeport, hein. Donc ça vous empêche de voyager, en fait, ouais, en dehors du pays, ouais. Ça, c'est vrai quand vous devez plus de 64 000 dollars aux impôts fédéraux, ouais. Votre impôt, l'impôt de votre société, donc si vous avez une activité commerciale à type auto-entreprise, hein, ça s'appelle sole proprietorship aux États-Unis. Si vous êtes associé en fait d'une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu, type vous êtes associé d'une LLC, Limited Liability Company, qui est imposée comme un partnership, ou vous êtes associé en fait d'une société qui est imposée comme une S corporation. Euh, ou si vous avez des revenus de location, comme on l'a dit, en fait, oui, tous ces revenus, en fait, s'additionnent à votre salaire, aux autres revenus, en fait, ouais, salaire, dividendes, intérêts, comme on a dit, ouais. Si vous êtes actionnaire d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés aux États-Unis, au niveau fédéral, depuis 2017, l'impôt fédéral a un taux fixe de 21%, en fait, ouais. Donc, sur votre profit, qui est déterminé de la même manière hein, que pour les particuliers. L'entreprise, en fait, a un chiffre d'affaires, un revenu d'ensemble, un chiffre d'affaires avec des intérêts de compte éventuellement. Donc, on arrive à un revenu d'ensemble. On a des dépenses qu'on peut déduire de ce revenu d'ensemble.
Et après, en fait, la base imposable est soumise à flat tax de 21% en fait, ouais, aux États-Unis depuis 2017-2018, oui. Pour l'instant, ça reste ainsi, ouais. Bon, dans le détail, c'est les points qu'on va aborder. Piloter et manager en fait ses revenus de façon à ne pas avoir des hauts et des bas et payer beaucoup d'impôts une année et moins d'impôts l'année d'après. Les déductions auxquelles en fait vous pouvez penser et les crédits d'impôt éventuels auxquels vous avez droit. Euh, et par rapport aux sociétés, oui, donc le choix de la structure fiscale en fait est important pour optimiser son impôt si vous avez une entreprise, hein. Et en tant qu'employeur, si vous avez des salariés, ben, comment payer vos employés de façon à minimiser les charges salariales, hein, pour la société, de façon à maximiser combien vos salariés en fait en- ont, combien de salaire net il reste aux employés. On appelle ça le net take home après déduction en fait des charges sociales, salariales et de leur impôt sur le revenu. Ouais. Donc mettre en place un package qui permet euh, d'aider l'entreprise, d'aider vos salariés en fait. Ouais. Si vous faites de la recherche et du développement, il y a un crédit d'impôt auquel vous avez droit, votre entreprise a droit et qui pourrait être très intéressant. Euh, et si vous voulez investir, si vous avez des projets d'investissement, c'est peut-être l'année en fait de penser à investir. Ouais. Voilà. Donc en termes de un management, pilotage en fait de vos revenus, ben, si vous êtes salarié, et que vous gagnez par exemple, je sais pas, 500 000 par an, ou si vous êtes à 300 000, vous avez un bonus. Il faut peut-être parler à votre manager de façon à voir euh, quand est-ce qu'on vous paye votre bonus, de façon à éviter que vous soyez imposé dans une tranche marginale supérieure. Donc, il faut voir par rapport à votre salaire de base, hein, où est-ce que vous en êtes, dans quelle tranche marginale d'imposition vous en êtes, vous êtes. Et est-ce que, en fait, en recevant, vous en payez un salaire complémentaire, un bonus, ou si vous avez un portefeuille d'actions et que vous avez envie les coûts d'une des sociétés, des actions d'une des sociétés que vous avez en portefeuille est haut, et que vous souhaitez vendre, bah, il faut déterminer jusqu'à combien de montants je gagne pour déterminer en fait une plus-value de cession d'actions sans avoir à payer trop d'impôts, en fait, sans rentrer dans la tranche marginale supérieure, hein. Donc, c'est ça, en fait, l'idée, ouais, c'est comment je gère mes rémunérations, mes différentes sources de revenus, location, retraite, plus-value de cession d'actions, comment je gère tout ça, en fait, de façon à ne pas rentrer dans la tranche marginale supérieure, en fait, ouais. Si vous avez un portefeuille d'investissement, oui, ça peut passer par vendre des actions dont vous pensez que le cours n'ira pas trop haut. Mais pour d'autres actions pour lesquelles le coût est élevé, en fait, vous pouvez vendre une partie, toute ou partie des actions dont le coût est élevé et vendre une partie des actions que vous pensez que ces actions ne décolleront jamais, leur coût ne décolleront jamais, de façon à netter, réduire la plus-value de cession sur les actions dont le coût est élevé par rapport aux actions euh, que vous pensez que ça a été un mauvais investissement. Ouais. Et c'est ce qu'on appelle le tax loss ou tax gain harvesting. Donc, c'est des mots-clés en fait à retenir et à en parler avec votre conseiller. Ouais. Donc, piloter ses revenus de façon à ne pas rentrer dans une tranche marginale supérieure, hein. Si vous avez, ça passe également par, si vous avez un traditional IRA, qui est une forme d'épargne retraite pour les particuliers aux États-Unis, en PER, hein, l'équivalent en France. Donc, s'il y avait beaucoup de PER, ça vaut peut-être le coup la peine en fait de s'interroger sur l'opportunité de transformer, de convertir votre compte IRA en fait en Roth IRA. Le Roth IRA, en fait, le traditional IRA, c'est un investissement c'est un investissement défiscalisant, c'est-à-dire que ce que vous versez sur votre compte IRA, votre compte retraite, est déductible hein, de votre base imposable. Donc, ça permet de réduire vos impôts. C'est l'incitation fiscale.
Alors, le Roth IRA, en fait, c'est une contribution après taxe. Donc, vous payez l'impôt et vous mettez l'argent sur votre compte retraite. C'est un type de compte retraite également, mais qui ne permet pas, en fait, de réduire votre impôt. Ouais. Donc, en fonction de là où vous en êtes, de votre tranche marginale d'imposition, si vous êtes à la retraite ou vous êtes proche de la retraite, vous avez une année, vous êtes au chômage et que vous avez peu de revenus cette année et que vous avez beaucoup de un compte IRA en fait pendant que vous travaillez qui est énorme, ben oui, ça vaut peut-être la peine en fait de convertir toute partie de votre compte IRA en Roth IRA. Alors, la conversion génère le paiement de l'impôt différé en fait. Donc l'intérêt de l'IRA c'est que en IRA c'est vous contribuez, ce que vous contribuez en fait vient en diminution de vos revenus imposables, donc vous payez moins d'impôts. Mais au moment où vous reprenez l'argent, au moment où vous retirez l'argent, vous payez l'impôt à ce moment-là, en fait, au moment du retrait. Donc c'est piloté en fait et dit, bon, voilà, au lieu d'attendre l'âge de la retraite pour vendre, en, passer mon compte à IRA, je peux le convertir en Roth IRA cette année parce que j'ai une année, j'ai peu de revenus imposables, donc ma tranche d'imposition est minime. Et donc ça vaut le coup en fait de payer l'impôt maintenant au lieu d'attendre en fait jusqu'à la retraite pour payer l'impôt. Ouais. Donc c'est ce type de raisonnement qu'il faut avoir. Euh, et si vous travaillez à l'étranger, passez moins de temps aux États-Unis au cours de l'année, il y a possibilité pour vous en fait d'exclure, de, de ne pas déclarer en fait aux États-Unis, de ne pas déclarer comme base, vous déclarez mais c'est exclu de la base imposable, alors vous ne payez pas l'impôt dessus sur une partie de vos revenus liés à une activité que vous avez eue en dehors des États-Unis en fait. Ouais. Voilà, donc si vous passez pas plus de 30 jours sur le territoire américain au cours d'une année calendaire, hein, vous avez le droit de déduire, d'exclure 130 000 dollars de revenus gagnés en dehors des États-Unis, mais qui sont à déclarer aux États-Unis. Ouais. Euh, Après, il faut penser, en fait, donc, optimiser, planifier combien d'argent on gagne tout au long de l'année, en fait, d'une année sur l'autre. C'est une stratégie, une des voies possibles pour réduire son impôt. L'autre voie, comme on a dit, en fait, bon, mais c'est maximiser vos dépenses, maximiser tout ce que vous pouvez déduire, en fait, de vos revenus. Il y a des dépenses déductibles en type contribution retraite, IRA, comme on l'a dit. On pouvait contribuer jusqu'à 7 000 dollars s'il y avait moins de 50 ans. S'il y avait 50 ans ou plus, on pouvait contribuer 8 000, mais le montant de la contribution dépend de votre salaire, en fait. Donc voilà, maximum, c'est 7 000. Mais en fonction de vos revenus, vous ne pouvez pas contribuer 7 000, en fait. Ouais. C'est intéressant, c'est mettre de l'argent de côté, en fait, pour vos vieux jours et réduire vos impôts immédiatement. Ouais. Si vous travaillez dans une entreprise, euh, il est probable en fait que votre employeur ait en place un 401k. Donc, c'est un plan d'épargne retraite d'entreprise. Donc, c'est ça l'initiative de l'employeur. IRA, vous pouvez aller à la banque, votre banque classique, et demander à ouvrir un compte IRA. Donc, ce n'est pas forcément votre employeur qui le fait pour vous. En fait, vous pouvez le faire vous-même indépendamment de votre employeur. Hein. Vous pouvez ouvrir votre compte IRA et mettre de l'argent dessus avant la fin de l'année. Ouais. Si vous travaillez 401k pour passer par un employeur, donc l'employeur doit mettre en place donc, cette plan d'épargne retraite entreprise. Et ça permet à l'employeur en fait d'optimiser votre net take home. Voilà. Et en vous fidélisant, en vous aidant à mettre de l'argent de côté pour vos vieux jours. Et l'idée, l'avantage en fait, c'est que vous pouvez mettre beaucoup plus. Donc, si vous avez moins de 50 ans, vous pouvez mettre jusqu'à 23 500 dollars sur votre compte 401k. Et ce que vous me versez sur votre compte 401k, en fait, est déductible de votre salaire, en fait. Donc, vous payez moins d'impôts dessus. Hein. Vous payez moins d'impôts par rapport à ce que vous gagnez. Ouais. Alors, si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez mettre jusqu'à 31 000 dollars sur votre 401k. Votre employeur, en fait, peut abonder votre 401k. C'est pas obligatoire, hein. Mais l'employeur peut abonder. Et spécial, en fait, pour 2025, en 2025, si vous avez entre 60 et 63 ans, vous pouvez mettre maximum 34 650. Ouais. Donc, c'est temporaire, c'est une mesure temporaire qui dure. Vous avez, cette option est offerte aux personnes âgées de 60 à 63 ans entre 2025 et 2028. Donc, c'est une mesure temporaire. Donc, pensez au 401k, pensez au traditional IRA. Si votre employeur n'a pas de 401k, vous pouvez ouvrir votre compte en IRA vous-même et mettre de l'argent de côté. Et l'argent que vous mettez de côté, en fait, vous l'investissez sur les supports que vous voulez. Ça peut être des supports actions ou du monétaire, hein, des bons du trésor. Hein. Vous placez l'argent comme vous voulez.
Et ça, en fonction de l'investissement, si vous investissez bien, ben, ça peut générer des fruits et être énorme. Ouais. On a des clients qui sont repartis, des expatriés qui sont venus aux États-Unis pour 2 ans, qui sont restés pour 15 ans ou 10 ans et qui sont repartis en France millionnaires grâce à leur 401k. Alors, il y a moyen de rapatrier le 401k quand si vous repartez des États-Unis en France. Ouais. Alors, voilà. Donc, si vous êtes employé dans le secteur public, vous êtes enseignant, l'équivalent du 401k, c'est le 403b. C'est le même principe, en fait. Ouais. Alors, voilà. L'employeur peut abonder jusqu'à 25% de votre salaire, mais c'est pas obligatoire. Alors, solo 401k, si vous êtes auto-entrepreneur, c'est le type d'épargne retraite, en fait, qui vous est offert. Donc, ça s'appelle Solo 401k. Donc, solo, vous avez la possibilité de contribuer là par employeur, parce que vous êtes votre propre employeur en tant qu'auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse. Il suffit juste d'avoir, en fait, la seule condition, c'est qu'il faut avoir un profit, en fait. Il faut avoir un profit. Donc, si vous avez un profit, ben oui, vous pouvez mettre beaucoup, beaucoup d'argent de côté en tant que solo 401k, beaucoup plus qu'un salarié peut le faire. Pareil, si vous êtes auto-entrepreneur, vous pouvez mettre l'argent de côté sur un autre type de produit d'épargne retraite défiscalisant qui s'appelle SEP IRA, SEP Employee IRA. C'est pour les auto-entrepreneurs ou des associés de sociétés de personnes, donc associés de LLC imposé comme un partnership. Si vous avez un profit, si la LLC, votre société a un profit, vous pouvez mettre de côté jusqu'à 20% du profit de la société et déduire ça de vos impôts, en fait. Donc, c'est très significatif. Euh, Investir l'argent que vous mettez de côté quand vous l'entendez, en fait, sur le support que vous voulez. Ouais. En fonction du niveau de profit, en fonction de votre salaire, en fonction des différents types d'investissements en retraite auxquels vous avez accès, traditional IRA, SEP IRA, 401k, 403b, pour mettre de côté au maximum sur l'ensemble de vos comptes épargne retraite. Si vous avez moins de 50 ans, 70 000 maximum pour 2025. Et sur l'ensemble de vos comptes de retraite, on peut combiner, en fait, on peut avoir différents types de comptes de retraite. Un exemple, si vous êtes auto-entrepreneur, en tant que job d'à côté, que vous êtes salarié à temps plein ou à temps partiel, vous avez une autre entreprise à côté, ou vous êtes associé en fait d'une LLC à côté en fait, et vous ne travaillez pas, donc vous êtes juste investisseur dans la LLC, vous avez une cote part du profit, la perte en fait de la société. Ça vous permet en fait de mettre 20% du profit que vous recevez de la LLC dans un SEP IRA, si vous êtes auto-entrepreneur, solo 401k, etc. Donc tout ça peut se combiner en fait. Donc, comme vous le voyez, c'est des montants significatifs. Vous pouvez mettre jusqu'à 70 000 sur moins de 50 ans. 77 500 si vous avez entre 50 et 59 ans. 59 ans. Et si vous avez entre 60 et 63 ans, vous pouvez mettre de côté 81 250. Voilà. Donc, ça vient en diminution de la base imposable. Donc, vous payez moins d'impôts sur ce montant-là. La seule condition, oui, c'est d'avoir des revenus, en fait. Ouais. Après, si vous êtes à votre compte, si vous êtes chef d'entreprise, que l'entreprise vous appartient, ou que vous êtes un des dirigeants de la société, oui, donc vous pouvez mettre en place des plans d'épargne retraite plus sophistiqués, type en cash balance plan, ou profit sharing. Voilà, c'est un peu plus complexe, ça nécessite une mise en place, mais vous pouvez déduire et maximiser, mettre beaucoup d'argent, beaucoup plus d'argent de côté en tant qu'entrepreneur. Hein. On a l'équivalent en France, hein, donc c'est pas tout ça pour ceux qui ont travaillé en France en tant que chef d'entreprise ou employé, bah, tout ça existe en France et ça doit vous parler beaucoup plus. On a les équivalents en fait en France. Ouais. Si vous êtes en instit, il y a moyen pour vous de déduire $300 de vos revenus, de votre salaire, au titre des crayons que vous achetez pour écrire au tableau ou des papiers, des ciseaux que vous achetez, en fait, des fournitures que vous achetez pour en- enseigner, enseigner aux enfants, ouais, en $300. Si vous avez beaucoup plus que $300, il y a moyen en fait de déduire le reste en tant que frais réels, mais il faut avoir dépensé énormément pour déduire les frais réels. Ouais, mais $300, c'est ce qu'on voit le plus souvent. La nouveauté par rapport aux années antérieures, c'est qu'en 2020, en 2025, il y a moyen pour vous de déduire, si vous dépensez plus de $300, il y a moyen pour vous en fait, de déduire le supplément, l'excès, en fait, ouais. Mais il y a tout un mécanisme qui fait que bon, ben, il faut avoir dépensé beaucoup pour déduire l'excès, en fait. Ouais.
si si vous avez un prêt étudiant, parce que vous avez étudié aux États-Unis, hein, vous avez un prêt étudiant, il y a moyen de déduire en- les intérêts de prêt jusqu'à 2500. Donc, le plafond a été augmenté en 2025 par rapport aux années antérieures. Et pour mettre de l'argent de côté si vous avez des enfants euh, qui doivent aller à la fac ou faire des études supérieures, privées ou autres, oui, mettre de l'argent de côté sur un 529 plan, ils appellent ça. Et l'argent que vous mettez de côté, en fait, est déductible de vos revenus. Typiquement, c'est jusqu'à 10 000 que vous pouvez mettre par enfant sur ce type d'épargne pour l'éducation de vos enfants, en fait. De ce que j'ai vu de ce client, le rendement est super intéressant. Ouais. Le rendement est super intéressant. Donc, vous économisez de l'argent et le rendement pourrait être intéressant. Donc, les 10 000 que vous mettez de côté pour l'éducation de vos enfants, on peut générer 5 000 dollars de petits. Et donc, vous avez 15 000 en fait pour financer les études de vos enfants quand ils seront en âge d'aller à la fac. Ouais. Voilà, donc il y a ça. Et si en fonction de la structure hein, du foyer fiscal, hein, si vous avez des problèmes de santé ou même si vous n'avez pas de problème de santé et que vous êtes euh, vous approchez d'un âge ou si vous pensez avoir des dépenses de santé dans 2 ou 3 ans en fait, ben oui, vous pouvez mettre en place un HSA account, pas forcément via votre employeur, vous pouvez l'ouvrir vous-même en fait, vous pouvez ouvrir un compte, vous faire ouvrir un compte HSA par votre assureur, hein, si vous avez un assureur type en privé, pas via votre employeur, ou même via votre employeur, vous pouvez demander à ouvrir un compte HSA. Et ce que vous mettez sur les versements que vous effectuez sont déductibles fiscalement. C'est un placement. Vous n'êtes pas obligé de dépenser l'argent que vous mettez de côté, en fait. Donc, ça peut s'accumuler, ce qui est super intéressant. Okay, donc, tous les ans, vous pouvez mettre jusqu'à 4 300 dollars en, en 2020, en 2025, possible 2025. Vous pouvez ouvrir un compte HSC et mettre, si vous avez moins de 5 ans, mettre 4 300 sur un plan un individuel ou un plan famille, vous pouvez mettre 8 550 et ne pas toucher à l'argent. Donc, vous déduisez de vos impôts, vous déduisez de vos revenus imposables la contribution que vous versez. Et l'argent, ce versement, en fait, est placé si vous ne touchez pas, hein, parce que vous n'avez pas besoin vous n'avez pas de soucis de santé, ce que je vous souhaite. Euh, L'argent fructifie et l'année d'après, en 2026, vous pouvez mettre encore versé en plus et cumuler au fil de l'eau, en fait. Ouais, donc, ça peut être significatif. Et si à l'avenir, vous avez un problème de santé, vous avez besoin de toucher à l'argent, ben vous avez de l'argent en fait pour financer vos soins de santé. Ouais. Et si vous utilisez l'argent en fait pour des soins de santé, comme c'est prévu pour, hein, vous payez zéro impôt, y compris sur les petits, le fruit du placement en fait. Ouais. Donc, HSC, c'est un compte en santé en fait à garder en tête et à en parler en fait en famille, hein, parce que ça pourrait être super, super intéressant, surtout si aux États-Unis, vous avez des dépenses de santé engagées. Les compagnies d'assurance, comme vous le savez, en fait, remboursent peu. La franchise est élevée et les contributions sont significatives. Hein. Et donc, en fait, ben, on finit par payer de sa poche, quoi. Donc, avoir une réserve hein, qu'on peut utiliser quand on veut, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 50 ans, ben, c'est pas neutre. Euh, FSC, c'est pas un employeur, ça passe par votre employeur. Votre employeur doit mettre en place un compte FSC pour vous. Et il faut dépenser, on peut mettre jusqu'à 3 300 dollars par an. En 2025, on peut mettre jusqu'à 3 300 dollars sur un compte FSC, hein, donc un compte santé. Et ça permet de payer les petites dépenses type je vais chez CVS et j'achète des médicaments dont j'ai pas besoin de prescription pour. Donc voilà, je peux utiliser mon compte FSC en fait pour payer ces petites dépenses-là en fait. Ouais. Ce que vous ne dépensez pas, vous perdez. Donc, si vous mettez 3 300 dollars en 2025 sur votre compte FSC et qu'au 31 décembre, en minuit, vous avez les 3 300 dollars sur le compte, bon, ben, voilà, vous perdez les 3 300 dollars, donc il faut les dépenser, en fait. Vous perdez les 3 300 dollars, sauf 660 que vous pouvez, en fait, convertir. Hein. Vous pouvez garder 660 sur votre compte FSC et utiliser l'argent pour des dépenses de santé l'année d'après, en fait. Ouais. Donc, c'est une des différences entre le compte HSC et le compte FSC. Donc, HSC, vous pouvez le conserver et cumuler vos versements. FSC, il faut dépenser.
dans la limite de 660 par an, ouais, que vous pouvez garder sur le compte FSC et utiliser l'année d'après. Ouais. Si vous avez des enfants, si vous avez- ou des personnes âgées qui sont à votre charge, hein, oui, vous pouvez mettre en place un compte en FSC en fait pour les personnes que vous avez à charge, ouais. Que ce soit des parents âgés dont vous prenez soin ou que ce soit des enfants en bas âge, ouais, ou des enfants adultes en fait handicapés. Donc, vous pouvez mettre en place ce type de compte pour eux, en plus de votre compte FSC normal, ouais. Euh, une des bonnes nouvelles pour 2025, c'est que oui, donc, en juillet 2025, il y a eu une nouvelle loi, donc la loi OBBB 3BA. Et cette loi, en fait, bon, ben, ce sont les mêmes, hein, ce sont les mêmes qui ont, en 2017, en fait, ont changé les règles du jeu. Donc, vous avez en fait la possibilité de déduire des frais réels, hein. Et dans les frais réels, en fait, il y a l'impôt que vous payez à l'État. Donc, si vous êtes dans un État où il y a un impôt étatique, c'est dans un État où il y a un impôt étatique et local, impôt ville, hein, city tax. Oui, normalement, le principe général, c'est que vous avez le droit de déduire sur la déclaration fiscale fédérale l'impôt que vous payez à l'État et à la ville, hein, le cas échéant. Ouais. Et en 2017, les républicains, en fait, ont réduit ce taux, y compris les property tax, donc state and local tax. Ils ont réduit, en fait, à 10 000. Hein. Donc, l'impôt que vous payez à l'État et les property tax que vous payez, tout ça, en fait, c'est plafonné à 10 000. Ce qui n'est pas du tout bon pour des gens qui vivent dans des États fortement fiscalisés comme la Californie ou New York. Et à l'époque, on avait dit que c'était en fait une sanction, c'était pour punir les démocrates, ceux qui ont les États démocrates, les blue states. Bon, ils sont revenus au pouvoir là, deux mandatures après, et en juillet 2025, en fait, le plafond pour les state and local tax a été augmenté à 40 000 dollars. Donc, on est passé de 10 000 à 40 000 dollars. Donc, l'idée, en fait, pour vous, c'est oui, donc si vous avez la possibilité, ce que vous pouvez déduire de votre déclaration fiscale fédérale 2025, c'est tout ce que vous payez à l'État jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, si vous avez un prélèvement à la source étatique qui n'est pas bon, c'est-à-dire que vous payez moins parce que vous n'avez pas bien rempli, vous n'avez pas mis à jour vos formulaires de withholding, de prélèvement à la source étatique, ben, pensez à parler aux ressources humaines, pensez à parler à la paye, en fait, pour qu'ils vous prennent plus d'impôts étatiques de votre paye avant la fin de l'année. Parce que vous pourrez déduire, ça permettra de réduire vos impôts, votre impôt fédéral, hein. Ça vient en déduction dans la limite du plafond, en fait. Ouais. OK, mais vous avez un plafond, je connais quasiment, il y a peu de personnes qui payent 40 000 dollars d'impôts étatiques et de property tax. Property tax, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, hein, ils tiennent compte de ça, en fait. Ils tiennent compte de la property tax, ils tiennent compte de l'income tax. C'est un local tax, c'est ça, en fait. Ouais. Donc, en termes de planning, avant la fin de l'année, oui, donc, vous voyez si en 2024, il y a eu, comme vous avez fait votre déclaration 2024, s'il y avait un solde dû au niveau de l'impôt étatique, s'il y avait un solde dû, ça signifie probablement en fait que on ne prend pas beaucoup de prélèvements à la source pour votre impôt étatique. Et donc, c'est peut-être le moment, puisque vu la nouvelle loi, en fait, qui permet de déduire, de déduire beaucoup plus de votre déclaration fiscale fédérale en termes d'impôts locaux, d'impôt sur le revenu que vous payez à votre État, l'État où vous vivez, s'il y en a un, s'il y a un impôt dans cet État, oui, pensez en fait à payer plus pour avoir ou un refund au niveau de l'État ou avoir zéro balance d'eau en tout cas, parce que ce que vous payez encore une fois est déductible de votre déclaration fédérale. Ouais. Donc, c'est ce qui a gardé en tête une nouveauté pour 2025. Ouais. Donc, comme je le disais, oui, on a un revenu d'ensemble, dépenses déductible, hein, ça donne, on arrive en fait à la base imposable, hein, et en termes de déduction, en fait, comme je le disais, soit vous déduisez vos frais réels, hein, standard deduction, donc c'est la loi qui dit combien vous pouvez déduire. Hein. Pour 2025, les personnes célibataires ont le droit de déduire un peu moins de 16 000. Ou si vos dépenses réelles sont supérieures au forfait que le gouvernement en fait vous offre, vous déduisez vos dépenses réelles en fait. Et là, vous avez donc ça s'appelle itemized deduction.
Donc, une des nouveautés pour 2025, c'est que en 2025, en fait, donc, il n'y a pas de limite par rapport aux frais réels que vous pouvez déduire. Donc, l'exercice, une fois que vous partez, une fois qu'on a fini, ben, ouais, voilà, pensez aux dépenses réelles que vous avez engagées, y compris l'impôt que vous payez à l'État ou à la ville, hein, c'est inclus dedans, en fait. Il y a pas de plafond global, hein. Le plafond pour l'impôt étatique, l'impôt ville, hein, est limité à 40 000, etc., comme on l'a vu un peu plus tôt. Mais la limite d'ensemble pour les frais réels, en fait, il n'y a pas de limite pour 2025. En 2026, il y aura une limite à partir de 2026. Donc, pensez à faire le point par rapport aux frais réels, hein, que vous avez engagés. Il y a une liste de frais réels, hein, que vous pouvez déduire de vos revenus, en fait. Donc, vous avez medical and dental. Donc, si vous payez euh, la prime d'assurance santé vous-même, on peut déduire la prime d'assurance santé. Il y a une limite. L'impôt, comme on l'a dit, la property tax, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale. Si vous avez emprunté pour acheter, les intérêts d'emprunt hypothécaires, hein. Si vous avez un portefeuille d'investissement, généralement, celui qui gère le portefeuille, en fait, vous facture des frais. Si vous faites des dons à des organismes d'utilité publique, vous pouvez déduire tout ça, en fait. Ouais. Si malheureusement vous êtes dans une zone où il y a eu des catastrophes naturelles, hein, euh, et que FIMA, en fait, l'agence fédérale, en fait, qui est en charge de ça, que FIMA déclare votre zone comme zone, en, zone, en fait, déclarée en catastrophe naturelle. Oui, dans ce cas, en fait, bon, ben, les objets que vous perdez, en fait, vous avez le droit de déduire si vous perdez un tableau dans le je sais pas moi, s'il y a eu une inondation et que vous perdez un tableau, etc. Donc voilà, vous avez la possibilité de déduire ces frais-là. En termes de dons, une stratégie si vous êtes si vous avez envie de donner beaucoup plus et que vous êtes limité, parce qu'on est généralement limité, en fait, bon, ben, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est ouvrir un compte, créer un compte, et ce compte, en fait, bon, ben, le compte est à votre nom, et ça s'appelle un Donor Advice Fund, hein, et vous versez, vous contribuez le maximum d'argent possible, disons en 2025, 2025, c'est une bonne année pour vous. Vous êtes VRP et vous avez une prime de 300 000 dollars en plus de votre salaire de base, et que vous cherchez des moyens à minimiser vos impôts, ben, et que vous avez des causes que vous avez envie de défendre, hein, que vous avez envie de donner, de contribuer, comme on le dit aux États-Unis, mais que vous êtes limité. En fait, vous n'avez pas encore, vous ne savez pas exactement à quelle cause donner, à quelle association donner donner votre argent. Oui, vous pouvez ouvrir un compte Donor Advice Fund auprès d'une association loi 1901, l'équivalent, en 501c3, ça s'appelle aux États-Unis, et vous versez en fonction de comment vous voulez minimiser vos impôts, parce que vous avez une bonne année et que vous cherchez des moyens de ne pas donner votre argent au gouvernement, parce que vous n'avez pas confiance au gouvernement qui dépense l'argent, les impôts comme ils l'entendent, hein. Mais vous avez les moyens en fait d'agir vous-même, hein, d'avoir un impact, to make an impact, et via des associations. Donc, créer un donor advice fund, maximiser le donor advice fund, mettre le maximum que vous voulez, mais et déduire de vos impôts ce que vous versez sur le donner à fonds en 2025, tout ce que vous versez avant, au 31 décembre 2025 au plus tard est déductible, hein. Mais vous avez les années, vous avez des années, les futures, les années à venir, en fait, vous décidez à quel organisme, à quelle association donner l'argent que vous avez mis de côté en 2025. Donc, typiquement, ce qui se fait, c'est qu'on donne au cours de l'année, on essaie de déduire au cours de l'année, ça c'est pour les petits montants. Mais si vous avez une bonne année et que vous voulez réduire vos impôts, et que vous avez envie de donner, de soutenir des causes, hein, et que vous ne savez pas exactement à qui donner, c'est une façon de faire, en fait. Donc, Donor Advice Fund, hein, qui est un peu comme un compte bancaire pour des associations de loi 1900 équivalent aux États-Unis, et vous décidez dans les années à venir, en fait, comment, à qui vous donnez, en fait, ouais. Si vous êtes immensément riche, que vous avez les moyens, vous pouvez carrément créer, en fait, une fondation privée. On connaît les fondations privées type Bill Gates, etc. Vous n'êtes pas obligé d'être Bill Gates pour le faire, attendre d'être Bill Gates pour le faire, hein, mais voilà, c'est une possibilité également, ouais, pour réduire vos impôts et avoir un impact, impacter les gens, ouais, impacter la vie des gens.
Si vous connaissez des gens qui sont dans la restauration ou qui sont dans un service où on reçoit des tips, si vous êtes dans la Les restauration, pourboires. voilà, donc si vous êtes dans la restauration ou dans une entreprise ou dans un service ou dans un métier où on reçoit des pourboires, hein, alors, ben, prenez note, hein, c'est exceptionnel, hein. Donc en 2025, vous avez le droit de déduire jusqu'à 25 000 dollars de pourboire de votre salaire. Ce qui est important, en fait, c'est parler à votre employeur, hein, parce que la mesure a été prise, donc la loi a été votée en juillet en 2025. Et vous savez ce qui se passe, en fait, avec les licenciements de fonctionnaires. Donc, le gouvernement, l'IRS, n'a pas eu le temps ou n'aura pas le temps, en fait, de faire les formulaires nécessaires, hein, pour que votre employeur, en fait, remplisse ces formulaires et vous communique, hein, de façon fiable, hein, la part de tips, la part de pourboire que vous avez reçu par rapport à la part de salaire, hein, de base. D'accord? Donc, il faudrait parler à votre employeur de façon à ce que ce soit estimé de façon fiable, hein, les pourboires que vous avez reçus, parce que vous payez zéro impôt dessus, zéro impôt sur le revenu dessus. Vous, vos amis que vous connaissez qui reçoivent des pourboires, donc jusqu'à 25 000 dollars, ok, en 2025, ouais. Encore une fois, la nuance par rapport à 2025, c'est que l'employeur n'est pas obligé de vous donner un document qui dit, bon, voici le total de pourboire que vous avez reçu, en fait, parce que le gouvernement n'est pas prêt à gérer tout ça, ouais. Normalement, dans un monde idéal, c'est censé être reflété sur votre W2, mais encore une fois, ils n'ont pas eu le temps de modifier le W2 de façon à faire apparaître une case là, où il faut indiquer le pourboire, en fait, ouais. Si vous êtes employé dans la restauration, vous recevez restauration ou autre, vous recevez un W2, mais si vous êtes indépendant, si vous employez comme indépendant, vous recevez un 1099. Dans tous les cas, que vous soyez employé ou indépendant, ben, vous avez le droit de déduire jusqu'à 25 000 de pourboire de vos revenus en fait imposables, ouais. C'est important, significatif et extraordinaire. Ce genre de mesure, on est habitué en fait en France. Je fais partie un peu de l'ordre des essais comptables en fait à New York. Et quand on parlait de ce type de dispositif avec mes collègues américains, ben, ils ne comprenaient pas, certains s'en moquaient. Et je leur dis, oui, en fait, c'est des choses qui existent en fait en France depuis des années et ça marche. Parce qu'ils se demandaient en fait comment ils imaginent mal en fait comment ça marchera. Et donc tout le monde dira, oui, j'ai reçu un pourboire, hein. Et moi, en tant que comptable, je ne veux pas dire en fait que ce que vous me payez une partie de ce que des honoraires que nos clients nous payent est dû, considéré comme dû pourboire et ne pas payer de l'impôt dessus, en fait, ouais. Donc, il faut que ce soit une activité dans laquelle habituellement on reçoit des pourboires. Il faut déclarer, si vous êtes marié et que vous touchez des pourboires dans votre activité, il faut que vous déclariez conjointement vos impôts de votre pouvoir pour pouvoir bénéficier en fait de la mesure de l'exonération d'impôts jusqu'à 25 000 dollars de pourboire, hein. Autre mesure extraordinaire pour 2025, c'est zéro impôt sur jusqu'à 12 500 en fait, d'heures supplémentaires de salaire liées à la rémunération d'heures supplémentaires que vous avez effectuées. Vous, des gens que vous connaissez ont effectué. En, le total en fait de salaire, maximum de salaire en fait d'heures supplémentaires, rémunération d'heures supplémentaires en exonéré d'impôts est de 25 000 dollars si vous êtes marié et que vous déclarez ensemble, conjointement vos impôts. Donc, encore une fois, oui, donc si vous faites des heures sup, en parler à votre employeur de façon à ce que la rémunération liée aux heures sup soit identifiée de façon fiable, hein, dans la mesure du possible, parce que vous payez zéro impôt jusqu'à 12 500 si vous êtes célibataire. Et si vous êtes marié, même si votre épouse, en fait, ou époux ne fait pas des heures sup, vous pouvez déduire 25 000 dollars en fait, d'heures supplémentaires si vous déclarez conjointement, hein. D'accord? Votre conjoint n'est pas obligé de faire des heures sup pour bénéficier de la mesure de 25 000 en fait. Donc, c'est deux mesures significatives qui, on sait que les Français sont dans la restauration aux États-Unis et on sait que parfois on fait des heures sup. Et c'est des choses en fait auxquelles on est habitué si on a travaillé en France, parce que c'est des mesures qui existent en France depuis des années, hein. Voilà. Il faut parler à votre employeur parce qu'en fait, il y a pas, ils n'ont pas l'obligation, l'employeur n'a pas l'obligation en fait de vous donner un document qui reflète les heures sup, parce qu'encore une fois, avec tout ce qui se passe au niveau de l'IRS, au niveau du gouvernement avec les licenciements,
le chômage technique qui perdure, enfin, ils sont revenus, on va dire, depuis jeudi, en fait. Mais il y a eu un chômage technique des fonctionnaires pendant des semaines, hein. Tout ça fait qu'en fait, il y a un décalage et les formulaires ne sont pas prêts, en fait, pour que les employeurs remplissent les formulaires, hein. Donc, parlez, 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 hein, si ça vous concerne ou si vous connaissez des gens qui sont concernés par ces mesures-là, hein. Si vous voulez acheter une voiture, si vous avez acheté une voiture récemment, hein, que ce soit une voiture de société ou voiture personnelle, hein, pour des besoins personnels, il y a possibilité de déduire jusqu'à 10 000 dollars d'intérêt. Donc, si vous voulez acheter et que vous ne gagnez pas, si vous êtes célibataire, votre revenu imposable, même si vous gagnez beaucoup, beaucoup votre vie, mais il y a moyen en fait, d'optimiser vos impôts, comme on l'a dit, en fait, de façon à réduire son salaire imposable, ses revenus imposables, hein. Donc, s'il n'est pas plus de 100 000 dollars ou 200, si vous êtes marié et déclaré conjointement, oui, il y a moyen de déduire 100%, hein. Il y a moyen de déduire jusqu'à 10 000 dollars d'intérêt d'emprunt pour acheter une voiture. Voilà, si votre salaire est de 150 000, revenu imposable est de 150 000 ou 300 000 si vous êtes marié. Dans ce cas, en fait, l'abattement, la déduction de 10 000 dollars, en fait, est réduite à zéro, en fait. Donc, comme quoi, ça vaut la peine, même si vous gagnez bien votre vie, il y a moyen, en fait, de jouer sur les chiffres, jouer avec les chiffres, de façon à bénéficier de crédits et d'abattements, ouais, auxquels on n'aurait pas de droit normalement, ouais. Donc, différer l'achat de votre voiture, si vous l'avez déjà acheté, il y a moyen de refinancer, en fait, si vous l'avez déjà acheté en 2025, il y a moyen de refinancer de façon à bénéficier du crédit d'impôt. Et il y a moyen de, si vous gagnez plus de 150 000, comme on vient de le voir, hein, il y a moyen de jouer sur votre revenu imposable de façon à bénéficier, en fait, de l'abattement, ouais. Il y a des conditions à remplir, hein, pour le type de véhicule, comme vous voyez. Il faut que la voiture soit non pas forcément fabriquée aux États-Unis, mais en tout cas assemblée aux États-Unis, hein. Voilà, il faut que ce soit que ça préserve l'environnement, ouais. Alors, là également, les concessionnaires sont censés donner un document, mais l'IRS n'est pas prêt en compte tenu de ce qui se passe. Donc, si vous achetez le concessionnaire, en fait, n'aura pas forcément les documents qu'il vous faudrait. Donc, il faudra leur expliquer. Il faudra leur expliquer, hein. Normalement, ils le savent, hein, parce qu'ils sont généralement des grosses structures, hein. Et ils ont des CPA, des experts comptables ou des avocats en fait qui les conseillent, hein. Mais vous, peut-être que le concessionnaire en fait de quartier n'est pas au courant. J'ai rien contre les concessionnaires de quartier, mais bon, tout le monde n'est pas expert dans tous les domaines, hein. Chacun son métier, c'est ce que je voulais dire. Et donc, voilà, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes ouvert d'esprit et vous voulez savoir ce qui se passe. Donc, parlez-en, en fait, ouais, parlez-leur en disant, voilà, j'ai entendu de parler de ce type de crédit. Est-ce que vous êtes au courant? Quel type de document il faudrait que j'obtienne de vous pour pouvoir faire mes impôts? Donc, il faut avoir ce document-là pour pouvoir faire vos déclarations d'impôts, en fait, ouais. Mais 2025, c'est une année atypique compte tenu de ce qui se passe au niveau des fonctionnaires. Et donc, tout ça n'est pas prêt, en fait, ouais. Donc, prenez note et parlez-en et agissez. Le planning ici, c'est oui, donc si j'ai envie d'acheter une voiture perso, comment je fais pour bénéficier du crédit, en fait, pour bénéficier de l'abattement de 10 000 dollars, en fait, ouais. Déjà, il faut que j'emprunte, parce que ça me permet de réduire mes impôts et voilà. Donc, je paye une voiture, j'achète une voiture aux frais du contribuable, en gros, ouais. Si vous avez des enfants, l'autre moyen, donc vous avez des dépenses que vous déduisez, vous managez vos revenus. L'autre levier pour réduire vos impôts, en fait, oui, c'est jouer sur les crédits d'impôt. En fait, ouais, crédit d'impôt, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, c'est un avoir, en fait. Donc, si vous devez un, 10 000 dollars d'impôt avant crédit d'impôt et que vous avez 2 200 dollars en fait, de crédit d'impôt, est-ce que vous avez un enfant en bas âge? Oui, donc vous devez 10 000 moins 2 220, en fait, ouais. C'est 2200 en gros, ouais. C'est comme ça passe un crédit. Un crédit, c'est un peu comme un avoir, encore une fois. Donc, si vous avez des enfants, en fait, bon, ben, voilà, peut-être que vous avez droit, en fonction de vos revenus, à cette allocation. Euh, il faut, si vous gagnez nettement plus que 400 000, vous n'aurez droit à rien. Mais si vous gagnez 250 ou moins, ben, vous aurez peut-être droit à toute ou partie du crédit, en fait, ouais. Nouveauté pour 2025, en fait, c'est que oui, vous avez la part remboursable, donc il y a une part qu'on peut compenser avec son impôt dû.
qui est de 2200 en fait. Il y a une part en fait qu'on rembourse. Donc on fait un paiement sur votre compte bancaire si vous ne devez pas d'impôt, impôt sur le revenu. Oui, donc la part remboursable a été augmentée à 1700 $. Ouais. Donc c'est ça la nouveauté pour 2025. Ouais. Et donc si vous travaillez et que euh, vous êtes à revenu bas revenu, oui, il y a moyen en fait que vous avez des enfants en charge, que vous faites garder vos enfants pendant que vous allez travailler. Il y a moyen en fait d'avoir un income tax credit, un autre type d'allocation. Ouais. Ah, si vous adoptez un enfant en 2025, le crédit d'impôt pour adoption a été augmenté. Il faut avoir dépensé 17 280 pour avoir droit à 17 280 en fait de crédit. Donc voilà, donc euh, c'est une des nouveautés par rapport aux années antérieures. Ouais. Donc montant plus significatif. Ouais. Tout ce qui est préservation de l'environnement, donc ils ont, ils sont revenus sur des dispositifs en fait qui ont été votés par les démocrates. Mais jusqu'à la fin de l'année, si vous avez envie, vous avez en tête euh, de faire des travaux en fait qui font économiser de l'énergie à la maison. Donc tout ce qui est préservation de l'environnement pour la maison, vous avez jusqu'au 31 décembre en fait pour faire des travaux et prétendent au crédit d'impôt, donc qui n'existeront plus à partir de 1er janvier 2026 en fait. Ouais. Donc crédit d'impôt pour rénovation énergétique, en upgrade de la maison. Voilà, donc pensez-y. Ou si vous avez déjà ça en tête, vous avez en tête de faire des travaux et que vous vouliez les repousser parce que la loi avait été votée par les démocrates, Secure 2.0 Act. Ouais, pensez à, maintenant que vous le savez, mais pensez peut-être à faire ces travaux-là avant la fin de l'année. Parce qu'à partir de 2026, en fait, oui, ces crédits disparaissent, en fait. Ces crédits d'impôt disparaître. Ouais. Donc, même si vous avez besoin de faire ces travaux, ben, vous n'aurez plus la possibilité de réduire vos impôts, en fait, ouais, de déduire toute ou partie des frais que vous avez engagés. Ouais. Alors, rapidement, je vois que le temps passe. Pour une société, si vous gérez une société, oui, gérer ses revenus, en fait, piloter son impôt passe par les choix qu'on fait au niveau de sa société, en fait, ouais. Donc, repenser peut-être à comment ma société déclare ses revenus. Est-ce que ma société déclare comme une société de personnes en partnership, en S corporation, en LLC tax imposé comme un partnership? Si je suis auto-entrepreneur, je reste auto-entrepreneur, hein, ça ne change pas. Voilà, mais si j'ai une forme de société, il faut peut-être réfléchir à est-ce que je continue à est-ce que ma société continue à déclarer comme elle déclare, ou est-ce que ça vaut la peine pour moi de changer de la façon dont ma société déclare son impôt, en fait. Ouais. Autre question à se poser au niveau de votre société, est-ce que je déclare mes revenus sur une base de la trésorerie de caisse, c'est-à-dire je déclare mes revenus encaissés, chiffre d'affaires encaissé, ou est-ce que je déclare en fait toutes mes facturations? D'accord? Donc c'est cash basis. En cash basis, c'est trésorerie de caisse. Donc ma société déclare aux impôts. Comptablement, ça peut être différent, mais par rapport aux impôts, pour déclarer la base imposable, est-ce que c'est plus intéressant pour ma société, en fait, intéressant, c'est que je paye moins d'impôts en déclarant uniquement mes revenus encaissés, mes dépenses payées, ou est-ce que je reste en comptabilité d'engagement, comme on le dit, en fait, ouais. Voilà. Et si je travaille à la maison, oui, donc pensez peut-être à déduire sur vos déclarations en 1040, en déduire si je travaille à la maison pour ma société. J'ai peut-être la possibilité de déduire en fait mes frais, les frais liés, une quote-part si je suis locataire, une quote-part de mon loyer, l'assurance locataire de la maison, etc. En fait, donc, voilà, c'est home office deduction, c'est une option, une possibilité pour réduire son impôt également. Ouais. Comme on l'a vu rapidement, oui. Donc, si vous êtes employeur, vous avez votre société, vous employez du personnel. Hein. Si vous employez moins de 50 employés, on peut-être penser à mettre en place, rembourser euh, les frais de santé, ou en mettre en place en fait une assurance santé groupe, parce que ça donne des crédits en fait, ça permet aux salariés
d'avoir une couverture et ça permet à la société en fait de payer moins d'impôts, à optimiser les charges salariales en fait. Ouais. Euh, donc pensez à ça. Cafétéria plein, c'est également en fait une possibilité offerte aux employeurs. Donc si vous employez du personnel, donc pensez également en fait, à mettre en place ce type de dispositif de façon à, à aider vos employés et à réduire en fait le coût salarial, en- le coût lié à l'emploi de personnel. Ouais. Vous avez des crédits d'impôt qui vont avec également. Ouais. Alors, si vous êtes une structure qui fait, vous êtes un gérant d'une société en fait qui fait de la recherche et développement, oui, il y a eu un changement. Le changement, s'il faut de la recherche et développement aux États-Unis, sur le territoire américain, désormais, vous avez la possibilité de déduire les dépenses de recherche et développement que vous faites et de façon rétroactive. Donc, la loi, en fait, avait changé. Donc, depuis 2022, on ne pouvait plus déduire les dépenses de recherche et développement. Il fallait, en fait, les capitaliser, les mettre au bilan, en fait, et les étaler, en fait, en gros, les étaler sur 5 ans, si cette dépense se effectue aux États-Unis, 15 ans pour les dépenses effectuées en dehors, des recherches effectuées en dehors des États-Unis. Donc, depuis 2025 ou 2025, avec la nouvelle loi de juillet 2025, possibilité pour la recherche que vous effectuez, votre entreprise effectuée aux États-Unis, recherche éligible, recherche et développement éligible, de déduire toutes les dépenses de recherche et développement. Ça avait créé des problèmes de cash flow, de trésorerie pour les entreprises, notamment si vous travaillez pour une start-up et que vous n'êtes pas dirigeant, parlez-en à vos boss parce que ça avait créé des problèmes de trésorerie. Le changement de la loi avait créé des problèmes de trésorerie pour les startups qui font des recherches et développement. Hein. Donc, on est revenu en fait à la mesure antérieure, donc qui est déduire en dépenses. Ça signifie que, ben oui, si j'ai dépensé 200 000 en recherche et développement et que mon chiffre d'affaires est de 800 000, ben, ça fait 800 000 moins 200 000 en fait, donc ce qui n'est pas négligeable. Hein. Donc, avant, en fait, j'avais pas le droit de déduire les 200 000 intégralement. J'avais peut-être un peu le droit de déduire. Il fallait que j'étale les 200 000 sur 5 ans. Donc, 200 000 sur 5 ans, je déduisais comme dépense 40 000 par an. Donc, si mon chiffre d'affaires est de 800 000 et que je déduis 40 000, par rapport à 200 000, ben, je paye l'impôt sur 320. En gros, ouais, 320 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc voilà, encore une fois, oui, significatif, c'est une mesure importante. Et si vous êtes employé ou gérant, euh, pensez-y. Et voilà. En plus de ça, vous pouvez faire une demande de crédit, de recherche, crédit d'impôt pour recherche et développement. C'est assez important également, en fait. Parce que si le crédit d'impôt, recherche et développement que vous obtenez, peut être via une diminution de l'impôt de la société. Si la société, en fait, la société ne doit pas d'impôt, ben, il y a possibilité pour vous de compenser, de déduire le crédit d'impôt recherche et développement en fait des charges salariales. D'accord? Donc, si vous travaillez encore une fois pour une entreprise qui fait des recherches et développement, que vous soyez un dirigeant ou employé, parlez-en. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, on est là pour vous éclairer euh, parce que c'est des mesures importantes pour aider les entreprises. Ouais. En revanche, si vous faites de la recherche et développement en dehors des États-Unis, les mesures existantes en fait demeurent, c'est-à-dire en gros, vous n'avez pas le droit de déduire vos dépenses de recherche et développement dans l'année où vous encourez vos dépenses là, ces dépenses. Il faut les étaler sur 15 ans en fait pour les dépenses en, en dépenses de R&D engagées en dehors des États-Unis. Oui, c'est là en fait, ben, on est pénalisé en fait. Et toute chose égale par ailleurs, en fait, une entreprise qui fait la R&D en dehors des États-Unis, ben, paiera plus d'impôts qu'une entreprise qui fait la R&D aux États-Unis. Alors, il y a une idée derrière, et donc ils veulent qu'il y ait plus de R&D effectué aux États-Unis plus que de R&D effectué en dehors des États-Unis. Ouais. Donc voilà, on a des clients qui font de la recherche en France et qui ont leur holding aux États-Unis. On a par exemple des clients qui me disent oui, en fait, on a besoin de développeurs informatiques, mais on peut pas concurrencer Apple ou Google en Californie.
Alors, donc, on est reparti en France. On fait nos recherches et développement en France. On a embauché des informaticiens en France. Et la structure en France, on paye les salaires et tout le reste et refacture les dépenses de recherche et développement à la structure basée aux États-Unis. Ouais. Donc, ces entreprises-là seront lésées. Ouais. Et on a un client d'ailleurs qui nous demandait, bah oui, on commencera à payer des impôts maintenant, de l'impôt maintenant aux États-Unis. Oui, j'ai dit oui, on commencera à payer de l'impôt maintenant aux États-Unis parce qu'on n'est plus autorisé à déduire ces dépenses l'année où on engage ces dépenses-là hein, pour les dépenses de recherche et développement effectuées en dehors des États-Unis. Euh, c'est une bonne année. Donc, une des nouveautés par rapport à 2025, c'est que vos dépenses euh, d'équipement, donc si vous achetez, vous décidez de renouveler votre parc informatique ou que vous faites des rénovations, des travaux de rénovation de vos bureaux, ou que vous achetez un peu des fournitures de bureaux, vous avez le droit de déduire 100% des dépenses engagées ouais, en 2000 fiscalement hein, pour réduire vos impôts. Donc, pour réduire vos impôts. Donc, comptablement, c'est différent. Mais fiscalement, oui. Donc, si vous dépensez 100 000 en rénovation, en achat de matériel informatique, de mobilier de bureau, oui, vous pouvez déduire les 100 000 de votre chiffre d'affaires immédiatement. Normalement, il faut étaler les 100 000 sur la durée de vie du mobilier, la durée de vie de l'ordinateur, en fait, ouais. Durée de vie et un amortissement fiscal. Hein. Donc, voilà, typiquement sur 3 ans au minimum. Ouais. Donc, euh, et le bonus depreciation, en fait, ça, c'est une mesure en fait qui avait été arrêtée. Donc, ils ont réinstauré cette mesure-là. Ouais. Donc, pensez-y. Donc, si vous êtes dirigeant, vous avez une entreprise, elle n'est pas forcément obligée d'être une grosse entreprise pour le faire. Hein. Si vous êtes auto-entrepreneur ou auto-entrepreneuse et que vous avez besoin d'acheter un nouvel ordinateur, que vous avez une bonne année, vous avez un chiffre d'affaires significatif, oui, pensez à upgrader votre parc informatique pour faire des travaux de home office deduction, des travaux à la maison de façon à avoir un coin bureau en, en nice, bien, et qui permet de continuer à gagner de l'argent et de réduire vos impôts. Ouais. Section 179, c'est un peu comme bonus depreciation. Il y a des nuances, mais dans le principe, en fait, pour ce qui nous concerne, oui, je pense que le mécanisme est le même. Ouais. Donc voilà, donc vos dépenses informatiques, dépenses de rénovation, si vous avez envie en fait de faire des dépenses et que vous avez une bonne année, pensez à dépenser et à réduire vos impôts. Ouais. C'est une façon de le faire. Ouais. J'ai essayé d'aller vite parce qu'on est un peu, on a commencé un peu en retard, 5 minutes en retard et il y a pas mal de choses à couvrir. Mais en conclusion, comme vous avez pu vous en apercevoir, oui, donc c'est un travail en fait, pas forcément en avril, il ne faut pas faire à la fin de l'année, c'est un travail qu'il faut faire tout au long de l'année en fait. Optimiser son impôt, réduire son impôt, c'est un travail au fil de l'eau. Ben, l'idée, c'est pas forcément de réduire son impôt et de dépenser tout en fait, c'est réduire son impôt et mettre l'argent de côté, se constituer un patrimoine en fait. C'est ça l'idée. Ouais. Voilà, c'est se constituer un patrimoine tout en réduisant son impôt en fait. Ouais. Que ce soit via des plans épargne retraite, que ce soit via des stratégies autres. Si vous avez la possibilité, vous êtes gérant de votre entreprise, hein, ou si vous gagnez bien votre vie hein, en tant que salarié, il y a d'autres possibilités, d'autres options qui s'offrent à vous, dont on n'a pas parlé aujourd'hui en fait. Ouais. Il y a c'est typiquement des investissements défiscalisants. Exemple, Et voilà. Euh, donc, c'est complexe. Il ne faut pas attendre en fait avril pour faire la déclaration. En avril, on fait la déclaration en avril en fait, une fois que les jeux sont faits. Mais pensez à parler à votre conseiller tout au long de l'année en fait, en disant voilà, j'anticipe une bonne année, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'il y a assez de prélèvements à la source au niveau étatique effectué de ma paye, hein, est-ce que je dois ajuster parce que j'ai le droit de déduire beaucoup plus cette année, etc. Donc c'est ce type de réflexion qu'il faut avoir. Et c'est l'attitude générale, le comportement général qu'il faut avoir. Ouais. Merci pour votre attention. J'espère que ça a été informatif et que vous avez appris des choses. très informatif. J'espère que tout le monde a lu aussi le document qui est aussi très informatif aussi et particulièrement bien fait. Et je crois que les 10 personnes, les premières inscrits, les 10 premiers inscrits vont bénéficier d'une offre, c'est ça, Mathieu, en tout cas Oui, d'un audit personnalisé oui, tout de à leur fait. Ouais. tax return, c'est ça? Oui,
Donc, c'est-à-dire, ça consiste en quoi? Ah, mais ça consiste à analyser votre situation, hein, et donc c'est la déclaration fiscale, mais aussi une interview. Donc on vous parle pour savoir, pour comprendre un peu plus. Et en fonction de la déclaration, s'il y a des choses à corriger, en fonction de ce que vous nous dites et de ce qu'on a vu sur la déclaration, s'il y a des choses à corriger, il y a des possibilités en fait de faire une déclaration rectificative et avoir des remboursements par rapport à ce qui a été déjà payé. Oui, on vous le dit. Hein, s'il y a des choses à corriger, on vous le dit. Et S'il y a c'est des un choses à audit corriger, voilà, c'est un audit, mais s'il y a des choses à corriger, gratuit, c'est un audit gratuit que vous offrez, c'est ça, oui, tout à fait, ouais, aux c'est aux un 10 audit premiers gratuit. inscrits. Oui, oui, tout à fait. Et c'est du temps, hein, c'est de l'engagement. Donc voilà, donc ça a une valeur. Hein. Et Évidemment. ouais, C'est ça a une surtout la valeur. valeur de l'économie qu'on préfère. Et c'est la Donc valeur de voilà, communique qu'on fait et c'est ah, le temps que nous on y passe et qu'on ne facture pas. évidemment. Ouais. Et aussi, tous les participants vont recevoir un livre blanc, c'est ça? Oui, oui, un résumé de ce dont on a parlé. D'accord. Mm, Donc pour ceux qui n'ont pas tout compris, tous ceux qui sont arrivés un peu après et qui ont raté une partie du webinaire, d'abord il est enregistré, il sera rediffusé sur YouTube et sur le Funstrict. Et vous aurez aussi un livre blanc qui sera un résumé que vous recevrez par email. C'est ça, Mathieu, vous allez l'envoyer par email aux Oui, participants? oui, ouais, on verra par email. Ouais. D'accord. Et si vous souhaitez Super, qu'on envoie en courrier, on vous le fera, mais bon, je pense que email, c'est mieux parce que vous pouvez le partager avec qui vous souhaitez. Ouais. tout à fait. Mhm, Et d'ailleurs, c'est très sympa, ce que vous répétez souvent, de partager ces bons tuyaux aux amis et aux personnes, voilà, qui autant profiter des nouvelles lois fiscales qui sont tombées et des avantages qu'il y a à saisir. Alors, on a une question de Yuang Vu que je connais. mhm, Et la question, c'est à la fois simple d'y répondre, mais c'est un peu plus complexe que ça. Est-ce qu'il nous demande, est-ce que en LLC ou en Corp, est-ce que mhm. la fiscalité est la même Non, elle n'est pas la même comme on l'a vu. Donc, typiquement, LLC, le régime d'imposition de base d'une LLC, c'est une société de personnes. Hein. Ça signifie que ce sont les associés qui déclarent leur quote-part du profit ou la perte de la LLC, sur leur d'accord, revenu? sur leur revenu. Donc, ils le reportent sur, on l'a vu tout à l'heure, je peux repartir en arrière, je crois que c'est la ligne, ça bat sur le schedule 1, et le Oui, schedule 1 va sur la ligne 8 du formulaire 1040. Euh, et, euh, et ça se rajoute en fait, si vous êtes, si vous avez du salaire, des dividendes, ça se rajoute. Donc, le mécanisme. Et donc, après, c'est soumis au barème par tranche. voilà. Et OK? que l'on prenne l'argent ou pas d'ailleurs. C'est une Que l'on partie. prenne, tout à fait, ouais, que l'on prenne l'argent ou pas, qu'il y ait une distribution ou pas, en fait, ouais. Voilà, Parce que c'est réputé être distribué, en fait. C'est un compte courant d'associé. Ça, si vous êtes associé d'une LLC, que vous soyez associé seul, hein, ou à plusieurs, hein, c'est une des différences, effectivement. Donc, le profit, votre quote-part du profit est réputé distribué à la fin de l'année. ou de la perte d'ailleurs. Ou la perte, ouais, mais Ouais. distribution de perte, oui, je préfère avoir une Non, mais distribution de profit, ouais. non, mais ce que je veux dire, c'est que la perte peut aussi profiter au revenu. Ouais, ouais, si vous êtes, voilà, donc euh, pour ne pas, pour que ce soit assez clair que possible, hein. Donc, s'il y a un profit, le profit est rajouté. S'il y a une perte, effectivement, la perte va sur la même ligne. Hein. Mais en fait, la perte ne vient en diminution de vos autres revenus que si vous participez à l'activité, etc. Donc, il y a des règles après. Ouais. Tout à fait. Et Et, sinon, on peut pas compenser des revenus d'activité avec des revenus d'investissement, en fait. C'est ça l'idée. Ouais. voilà. OK? Et d'ailleurs, en parlant d'impôt sur le revenu, c'est ce dont vous parliez tout à l'heure, il y a des États dans lesquels il n'y a pas d'impôt sur le revenu. Et c'est Hum, pour ça que c'est très important de savoir de quoi on parle quand on parle d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'on parle fédéral ou est-ce qu'on parle state? hum, Voire même ouais. ville dans certains cas. Ouais, aux mêmes villes, ouais. Et comme je l'ai dit au début, en fait, de la présentation, oui, donc ce dont on va parler, c'est des mesures fiscales fédérales. Hein. On va traiter les questions rapidement, hein. OK. Mais voilà. Euh, alors, Elisabeth qui a reformulé son commentaire, et je pense qu'elle a raison, c'est Mhm, qu'elle nous dit c'est important de préciser que les contributions au 401k, mhm. du coup, ne rentrent pas dans les incomes de la Social Security, et donc ça va de fait réduire aussi la pension à la fin lorsqu'on sera à la retraite.
Oh, on peut en parler, mais le 401k, c'est une retraite privée, en fait. Donc, l'idée, Tout à c'est fait. ouais, c'est une retraite Mais privée, en fait. elle parle de la retraite Social Security. Mais je pense qu'elle a raison, mais je suis pas sûr. En même temps, je suis pas si biais. C'est quel... Ouais, bon, parce qu'on ne gagne pas des deux côtés, quoi. je Non? sais pas, je suis de comprendre la question, mais non, en fait, ce que je dis en général, c'est que aux États-Unis, c'est Ah ouais, non, c'est pas sûr. ouais, en fait, bon, déjà, en fait, la retraite de base, la retraite du gouvernement, la Social Security Administration, la retraite de base, c'est pas fonction, le montant de la retraite qu'on vous verse, c'est pas fonction du salaire que vous touchez, en fait. D'accord? Donc, c'est pas exactement comme en France où on prend les 20 meilleures années ou les 25 meilleures années, en fait, de cotisation. Tout à fait. D'accord? Donc, vous avez une retraite de base minimum. Et donc, oui, donc, je pense pas que le fait de mettre de l'argent sur un 401k joue sur le montant de la retraite de base que vous allez toucher, en fait. Tout à fait. Ouais. D'accord? Donc, ça vaut mieux. Donc, Mais ça vaut mieux, en fait, de mettre de l'argent de côté sur un 401k parce qu'en fait, vous décidez de support d'investissement. Et comme moi, je l'ai vu, on a eu des clients qui sont repartis en France millionnaires parce qu'ils ont eu des employés qui ont un 401k. Ils avaient des actions dans le 401k, et voilà. Donc, les actions ont grossi et donc, voilà. Donc, voilà. il est peu probable, en fait, que le gouvernement fédéral vous verse des millions en retraite de base, en fait. Ouais. Et Dominique nous demande, est-ce que vous pouvez réexpliquer, mais rapidement, Mhm. parce qu'on pourra réécouter cette partie, le child credit. Est-ce que c'est non-refundable ou c'est ce que c'est... Qu'est-ce qui est refundable et qu'est-ce qui n'est pas? Ouais, c'est le refundable, non refundable jusqu'à 2200 et la partie refundable est 2700 cette année. Ouais. Voilà. Donc, il y a une partie refundable et une partie non refundable. Et la nouveauté Ok. cette année, c'est que même avec une majorité républicaine, hein, ils ont augmenté la partie refundable à 1700. Ouais. Hmm. OK. Ok. Euh, et voilà, il n'y a plus de questions. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire très intéressant qui est là, a priori, pour même là, pour nous faire gagner de l'argent en payant moins d'impôts, Mm. évidemment, sur nos revenus ou sur nos sociétés. Merci beaucoup Mathieu d'avoir pris ce temps. C'est très sympathique. Et vous avez tous, comme vous l'a dit Mathieu, en tout cas, les 10 premiers qui sont inscrits vont recevoir une offre pour avoir un audit de leur tax return, ce qui est très sympa gratuit, offert par le cabinet de Mathieu, Emelon CPA, et puis tous les autres, tous les participants vont profiter, vont recevoir un email avec un PDF sur un livre blanc, avec un livre blanc qui s'appelle Réduire vos impôts aux États-Unis, les astuces et les nouveautés 2025, qui était le titre de ce webinaire. Merci Mm. beaucoup à tous, merci beaucoup Mathieu. Merci Romain, merci à Et tous. Bonne journée. Ouais. bah, bah, on peut arrêter là Mathieu ou... Oui, on peut arrêter là. Ouais. Ok, super. Mm. Mm. À bientôt tout le monde. Au revoir. Au revoir.